Comment fabriquer des théories renversantes? Coucou, chers auditeurs, c'est l'heure de renverser la table avec Camille Froidevaux-Métry, philosophe qui, grâce aux théories féministes, remet le monde à l'endroit, nos têtes sur nos corps et nos corps parmi tous les autres, humains et non humains, à égalité. Cette conversation a été enregistrée au festival Longueur d'onde le 1er février 2026 à Brest. Bonne écoute. Renverser la table. Un podcast de Victoire Tuaillon. Ici, on a des bonnes conversations avec des personnes qui peuvent nous aider à comprendre un peu mieux le monde, les autres et nous-mêmes. Qui nous encouragent à ouvrir les yeux, même quand ça fait peur parfois, tout en gardant espoir quand même. Bonsoir. Est-ce que vous avez envie de renverser la table ? Merci d'être là un dimanche après le déjeuner. Je m'appelle Victoire Tuaillon, je suis journaliste et autrice féministe. J'ai créé les podcasts Les couilles sur la table et Le cœur sur la table. Et maintenant, je m'exprime en toute liberté dans Renverser la table, un podcast qui est écoutable partout. Camille Froidevaux-Métry, bonjour. Bonjour. Vous avez dirigé ce monumental Théorie féministe, un ouvrage paru aux éditions du Seuil qui regroupe un collectif d'une centaine de chercheurs, chercheuses, bon il n'y a pas beaucoup de chercheurs, qui rendent compte du foisonnement des pensées et des théories féministes. Alors on va parcourir ensemble pendant l'heure que nous avons quelques terrains explorés par ce livre et je suis ravie de faire cette discussion avec toi. Bon d'abord je vais pas te vous voyez parce qu'on se connaît assez bien, même si avant de te rencontrer, j'admirais déjà ton éloquence et ton érudition féministe. Je vais te présenter, mais d'abord, je voudrais dire pourquoi est-ce qu'on fait cette émission dans Renverser la table ? Eh bien, parce que on renverse la table par colère, mais aussi par joie. On renverse la table parce que on veut faire de la place pour quelque chose de neuf. On renverse la table parce qu'on veut de la place pour danser, pour bouger librement, et parce qu'on veut refuser l'ordre qu'on nous impose. On renverse la table alors que on croyait que ce qui était bien établi ou trop lourd, c'était impossible à renverser. Et puis finalement, on y arrive. Et c'est ce que font tout le temps les théories et les pratiques féministes depuis plusieurs siècles. C'est ce dont rend compte aussi ce livre. Et puis, tant pis si la vaisselle se casse, tant pis s'il y en a qui trouvent qu'on fait trop de bruit. C'est jubilatoire. Et c'est de tout ça dont on va parler, du grand plaisir aussi que c'est de penser en féministe, et pas juste pour le plaisir de penser, mais pour transformer le monde et transformer nos vies. Alors, Camille, tu es philosophe, c'est-à-dire que tu fabriques des concepts. Des concepts, il y en a beaucoup dans ce livre de théorie féministe. C'est pas moi qui les ai tous conçus. Non, bien sûr, mais tu fabriques, voilà, tu en as fabriqué plusieurs. Non, mais j'aime bien rappeler ça parce que vous savez, les philosophes, c'est comme des artisans. Ils fabriquent des objets, quoi. Ils fabriquent, voilà, et donc il y a quelque chose de très matériel. Mais on va revenir à la matérialité justement de la pensée. Tu es l'autrice d'essais comme La Révolution du féminin, Le corps des femmes, Un corps à soi. Tu as aussi étudié des sujets très précis comme la maternité dans Un si gros ventre. Et tu as même fait un livre sur les seins, avec des photographies que tu as prises toi-même. Tu co-réalises des documentaires féministes. Et les étudiants et étudiantes de l'université de Reims ont bien de la chance de pouvoir t'écouter leur donner cours de sciences politiques. Tu fais encore d'autres activités. Tu croises le fer, par exemple, lors de joutes radiophoniques. Par exemple, dans cette émission mythique avec un masculiniste tout mou et Alain Finkielkraut. J'ai écouté cette émission en direct et je levais le poing et j'étais là, vas-y Camille, tel un combat de boxe qui était un peu gagné d'avance et d'ailleurs qui a donné lieu à une pièce de théâtre très drôle qui s'appelle La lente et difficile agonie du crapaud buffle sur le socle patriarcal. On va voir, c'est quand même pas très antispéciste comme titre, je dois dire. Bon, on va reparler d'antispécisme. Donc, tu renverses des tables, tu t'appuies dessus pour écrire et travailler. Là, tu as réussi ce tour de force qui était de rassembler ce collectif de 102 autoristes spécialistes de leur sujet en 750 pages pour documenter le foisonnement des théories féministes. Et c'est du lourd.
1,5 kg, je pense. 1 kg. Oui. 1 kg. Et puis c'est 768 pages. J'y tiens parce que c'est mon année de naissance, 68. Vous avez 5 minutes à la fin pour poser vos questions, donc pensez-y. Je vous encourage en particulier à poser des questions si vous pensez que vous n'avez rien d'intéressant à dire et si vous faites partie d'une minorité. Donc on vous a fait des grandes promesses pendant 1 heure, on va essayer de les tenir, c'est-à-dire quelles idées inédites, bouleversantes trouve-t-on dans cet ouvrage ? Répondre à la question de pourquoi les féministes ne sont-elles pas toutes d'accord entre elles ? Qu'est-ce qui nous tient ensemble malgré tout, malgré tous les conflits et les divergences ? Pour les béotiens, pour celles et ceux qui ne connaissent pas les théories féministes ou le féminisme, c'est quand même pas compliqué, c'est juste l'égalité entre les hommes et les femmes, quoi. Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin d'autant de théories féministes ? Pourquoi est-ce qu'il en existe autant ? Eh bien parce que le féminisme, c'est pas tout à fait ce que tu viens de dire, c'est bien plus en réalité. On a tendance à limiter en effet le féminisme par une série de cycles de combats pour des droits spécifiques et qui sont parfois obtenus. Et puis on a aussi la propension assez facile de considérer qu'une fois les batailles et les droits conquis, eh bien nous devons nous satisfaire de la situation telle qu'elle est. Or le féminisme, c'est quelque chose de bien plus ample que ces combats cycliques. C'est un véritable projet de transformation de la société tout entière. C'est le projet simplement de faire basculer le socle patriarcal dans lequel cette société s'enracine, ce socle très solide qui repose notamment sur la définition des femmes comme des corps disponibles, notamment sur les versants sexuels et maternels de leur vie. Cette objectivation et cette aliénation des femmes, c'est ce sur quoi s'enracine ensuite tout le système patriarcal dans sa dimension de hiérarchisation de l'ordre du monde, d'une sphère féminine, domestique, privée inférieure et une sphère masculine, publique, sociale supérieure. Je fais ce petit point de terminologie parce que si on ne prend pas la mesure de l'ampleur de la tâche qui est la nôtre, celle de renverser le patriarcat, on ne comprend pas en effet pourquoi il faut 768 pages pour rendre compte des théories, des courants et des autrices qui ont animé depuis les origines le féminisme, dans leur grande pluralité, dans leur grande profondeur historique et aussi dans la dimension potentiellement conflictuelle qu'implique cette diversité. Grande profondeur historique parce que les premiers chapitres commencent avec les pionnières, mais qui ne disent pas encore le mot de féministe, mais qui commencent par exemple avec les écrits de Christine de Pisan, qui est une des premières femmes à vivre de sa plume, voire la première à vivre de sa plume en France, au XVe siècle. Et que ça voyage aussi dans plein de continents. Il est question dedans de théories féministes autochtones, par exemple. Il est question des apports des théories féministes qui sont pas européennes. Il est question de plein de courants dans des aires géographiques très différentes qui s'intéressent à des objets aussi très différents. Par exemple, toutes les études antivalidistes et donc qui prennent en compte le point de vue des personnes qui sont considérées comme pas valides, aussi dites handicapées, eh bien c'est une théorie féministe. D'ailleurs, petit jeu, j'adore les jeux en ce moment, de plus en plus. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 750 en criant. Allez, excusez-moi. Alors comment on va faire ça ? Ici 21, ok. Voilà, donc voilà, pour vous dire, en fait, parce qu'il y a 130 textes, et donc à chaque fois, vous découvrez des mots, des concepts, des noms d'autrices nouvelles. Donc par exemple, si on va page 267, on trouve justice, genre et famille. Si on va... Tu disais quoi ? Tu demandes aux gens de donner un numéro. Oui, je sais, mais c'était dans l'intro, donc en fait, ça marchait pas, mon jeu, désolé. Un autre, par exemple, un texte, du coup, je vais le faire au hasard, ni Dieu, ni patron, ni mari, page 99. Un slogan sur les féministes anarchistes. Sur les féministes anarchistes, qui sont par exemple pas d'accord avec les féministes libérales. Du tout. Voilà, qui se détestent en réalité. Et vous savez quoi ? C'est pas nouveau. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Et à ce propos, on va écouter une voix d'une philosophe, d'une autrice, d'une penseuse, qui célèbre cette conflictualité déjà en 1973. Il s'agit de Monique Wittig, interrogée sur France Culture. Et vous allez voir que ce qu'elle dit résonne tout à fait avec des discussions d'aujourd'hui. Tout d'un coup, il y a eu un petit groupe de femmes et on existait toutes les unes pour les autres, même si on n'était pas d'accord. On se regardait, on se parlait, mais c'était fou, la différence. Même quand on était 8, c'était déjà un monde complètement différent. Toi, est-ce que ton désir est uniquement de circuler dans ces îlots de femmes, ou est-ce que tu as un désir aussi d'aller au continent de la société mixte ? Non, j'en ai aucun, je peux le dire tout de suite.
Mais je trouve que les femmes sont suffisamment riches et vraiment elles le sont, pour moi, ce sont les êtres qui sont les plus riches, les plus surprenantes, les plus extraordinaires, parce que je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'elles ont été opprimées si longtemps, peut-être parce que je les désire tout simplement, je peux pas te dire, mais pour moi c'est magnifique le monde des femmes. Tu lis encore des livres écrits par des hommes, mais tu n'as pas de conversation avec des hommes. Non. J'en ai depuis que le corps lesbien est sorti. Puisque j'ai affaire à des journaux, des trucs comme ça. Mais jusque-là, vraiment, depuis le mouvement, c'était devenu... C'est-à-dire 5 ans. Depuis 5 ans, tu n'as pas de conversation avec les hommes. Mais je suis pas la seule, et quelquefois on s'émerveille, on se dit, mais c'est fou, finalement, ça peut marcher, on peut vivre complètement entre nous. Ben, c'est une fuite. Moi, je le vois plutôt comme quelque chose de dynamique, justement. Comme, si tu veux... un rassemblement de gens qui prennent leur force pour gagner. Je le vois comme ce que Solana s'appelle scum, la boue, elle appelle ça la boue. La boue, ça s'étend. Une fois que ça s'étend, ça coule en avant. Et puis ça gagne, tu vois. Je vois ça comme une immense lave qui serait en mouvement, qui serait dynamique, qui s'épandrait partout, pas forcément en avant, partout, tu vois. Qui gagnerait, qui serait de l'huile. Et cette lave, qu'est-ce qu'elle va produire? Mais elle va tout changer, Je sais pas pourquoi ils ont tenu à mettre du Lou Reed en plus en 73. Je pense que le réalisateur a dû se dire je sens qu'il y a un besoin de rajouter une voix d'homme là qui couvre en fait ce qu'elle raconte. C'est très bizarre comme effet de réalisation. En plus, je sais pas ce que raconte Lou Reed. Il fait bou 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 bou, je sais pas ce qu'il dit. Mais il y a plein de choses qu'on entend dans cet extrait. Il y a quand elle dit donc Monique Wittig, c'est une grande penseuse du féminisme. Il y a eu plusieurs séries. Elle a été réhabilitée là ces dernières années, réhabilitée en popularité, je veux dire, parce qu'en fait, il y a des militantes qui l'ont combattue, qui l'ont discriminée en France. Elle a dû s'exiler aux États-Unis. Enfin bon, il y a plusieurs choses. Une chose, c'est ce qu'elle dit à la fin là sur c'est comme une lave, ça va se répandre et tout. Et j'adore cette métaphore géologique parce qu'elle résonne avec d'autres métaphores que toi tu utilises pour raconter ce que sont ces théories féministes. Il y a un noyau et puis ça explose, ça devient un Big Bang, c'est sans arrêt en expansion, c'est ce qu'on voit sur la couverture d'ailleurs. Ou alors c'est un arbre et ça fait plusieurs branches. Oui, j'aime bien l'idée de constellation, parce qu'on nous oppose souvent cette évidence de la diversité et de la conflictualité, et puis il y a cette critique facile de dire de toute façon les féministes elles sont jamais d'accord entre elles, et qui est une façon de discréditer en fait non seulement nos combats mais surtout nos idées. Or, je trouve que c'est une façon, disons, très malhonnête, puisque ça passe sous silence quelque chose de très important, qui est que nous poursuivons toutes ce même objectif de renversement du système patriarcal, mais les idées et même les méthodes pour le faire peuvent être bien différentes. Et donc, la métaphore de la constellation, c'est pour dire que le féminisme, c'est toute une infinité ou une grande pluralité d'autrices, de courants, de notions, des astres aux compositions très diverses, mais qui, vus de loin, produisent la même grande lueur. C'est joli. Camille est également romancière. Donc, elle développe ses muscles de métaphore dans un roman qui s'appelle Pleine et douce, qui est très beau, et dans un prochain qui va sortir bientôt, d'ailleurs, que j'ai hâte de lire. Non, mais je le dis parce que ça aussi, ça compte dans la façon d'exprimer des idées féministes. C'est que, il n'y a pas ce côté très aride que peuvent avoir des textes de philosophie. Il y a vraiment un soin qui est mis aussi et une liberté dans les formes en fait qui sont choisies. Donc vous avez des textes de théorie féministe, d'ailleurs ça se voit aussi dans le livre où il y a de la poésie, on fait appel à des mythes, on fait appel à d'autres formes en fait qui sont pas académiques et qui sont pas de la pensée froide et rationnelle dans les canons de la pensée universitaire occidentale. Mais on va y venir. Non, il y a autre chose qu'on entend dans ce que dit Monique Wittig. Donc vous entendez quand elle dit que non, en fait franchement elle y tient pas à lire des hommes, parler à des hommes, mais pourquoi faire, voilà. Et ça, c'est un courant théorique qui est présent dans le livre, qui est le courant séparatiste lesbien. Et toi, je crois que ça fait partie des concepts ou des théories qui te questionnaient le plus, qui pouvaient même te heurter le plus. Enfin, plus exactement, tu m'as posé la question de réfléchir à quel était le courant ou la notion qui me dérangeait, qui me heurtait le plus. Eh ben, c'est effectivement cette proposition du matérialisme lesbien en France ou de ce qu'on appelle aux États-Unis le féminisme radical avec des autrices comme McKinnon ou Shulamit Firestone, etc. Ce sont des femmes qui posent sur la table cette évidence pour elles que l'injonction patriarcale à la conjugalité hétérosexuelle, à la maternité obligatoire, c'est le cœur et le nœud de tous nos problèmes et qui propose
de s'affranchir de ces injonctions patriarcales en faisant le choix politique du lesbianisme et en faisant le choix de ne vivre qu'entre femmes. Pourquoi ça m'interroge et ça me heurte, et pourquoi c'est aussi une pensée finalement qui est comme une sorte dans laquelle je suis en permanent dialogue, c'est que pour ce qui me concerne, en tant que féministe blanche cis hétéro, de la position d'où je parle, on y reviendra peut-être sur la question du point de vue situé, de la position d'où je parle et d'où je pense, ça m'est difficile de me projeter dans cette solution proposée par le féminisme lesbien. Ce que j'essaie de faire, c'est de rendre possible une pensée féministe et une vie féministe de l'intérieur du système hétéro. Et donc, ça va de pair avec une pensée qui propose, d'une certaine façon, d'intégrer les hommes, d'abord dans la réflexion, puis ensuite, éventuellement, dans le mouvement. Et de fait, c'est en total antagonisme avec la proposition de Wittig. Et ce qui me bouleverse et qui reste une espèce de pierre d'achoppement, c'est que quand on y réfléchit bien, mais oui, quelle est la meilleure solution pour ne plus subir les diktats patriarcaux que de s'affranchir et de s'émanciper, de vivre sans les hommes. Voilà. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on se rend compte surtout que c'est pas possible ou c'est difficile, une fois qu'on se dit aussi que le problème, c'est que, enfin, moi par exemple, j'aime les hommes, enfin un en particulier, cette condition de ma vie personnelle, elle fait partie de mon féminisme aussi, et donc elle me pose ce défi de penser un féminisme de l'intérieur de l'hétérosexualité. Mais encore une fois, quand on plonge dans les textes, on voit que de toute façon, il n'y a jamais de pensée totalisante non plus du féminisme. C'est-à-dire que c'est que des propositions qui peuvent coexister en réalité. Et à l'inverse, quelle est la théorie qui t'excite le plus, qui te semble la plus féconde ? Je parle de ce verbe exciter parce que c'est quelque chose, je trouve, les belles pensées, les belles théories, ça produit un effet physique dans le corps. Quand on les écoute, quand on les lit. Moi, je me souviens, et vous avez certainement dû vivre ça aussi, d'écouter des émissions de radio, par exemple, où d'un coup, je comprends quelque chose, il y a une porte qui s'ouvre et c'est une sensation physique d'excitation, de jubilation. Alors, quelles sont les théories qui te provoquent cet effet ? Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis sur la dimension incarnée et de la pensée et de la réflexion, et justement, les théories qui m'excitent le plus et auxquelles je suis venue assez tardivement, pour des raisons très situées aussi. Moi, je suis parisienne, citadine, j'ai jamais vécu autre part que dans des grandes villes. Et donc, tout le courant des écoféminismes, je le connaissais, mais c'était une sorte de, une nébuleuse dans ma constellation que je regardais de loin et sans beaucoup d'intérêt. En travaillant sur le volume, j'ai appris à mieux connaître. Et puis surtout, j'ai vécu aussi, et on revient à cette histoire de l'importance du corps et des émotions, j'ai vécu, il y a 2 ans, un été, une épiphanie écologique. Voilà, dans une histoire qui est un peu au cœur de mon prochain roman. Je ne vais pas m'étendre, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais d'avoir éprouvé dans mon corps justement une émotion très forte et comme une sorte de révélation de ce que, en effet, nos vies et le monde vivant au sein duquel elles se déploient sont interconnectés de façon tellement étroite que ne pas s'intéresser, ne pas penser en fait l'exploitation du monde vivant, la domination du système libéral capitaliste sur la nature, c'est littéralement comme s'aveugler complètement quand on est une féministe. Donc ce champ des théories écoféministes est vraiment un endroit d'abord extrêmement vivant. On le redécouvre seulement alors que les premières grandes théories sont nées dès les années 70. Et puis surtout, ce que j'observe, et ça c'est le propre de la pensée féministe, et c'est ce qui la rend tellement enthousiasmante d'une certaine façon, c'est que c'est des théories qui ne sont jamais closes sur elles-mêmes, qui ouvrent toujours en fait sur une nouvelle problématisation, un nouvel horizon de pensée. Et par exemple, j'ai découvert dans l'écoféminisme antispéciste cette réflexion qui articule une critique du système à la fois patriarcal, productiviste, d'exploitation de la terre et des espèces, une espèce de synthèse, cette capacité qu'ont les féministes à penser ensemble des facteurs d'oppression assez divers dont on pourrait croire qu'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais en fait, dont on s'aperçoit grâce à ces théories que ces éléments d'oppression font vraiment système. Et ça, pour moi, je suis dans cette phase-là d'exploration émerveillée de ce champ des pensées écoféministes. Antispéciste, donc on précise. Il y a une très bonne série documentaire de Pauline Chanu qui vient de paraître sur France Culture, si vous voulez en savoir plus. Mais pour celles et ceux qui n'auraient jamais entendu le terme, c'est l'idée de refuser la hiérarchisation qui est faite entre l'espèce humaine et les autres espèces non humaines. Voilà. Alors, justement, comme spécificité de pensée, on a parlé du corps, mais alors allons-y concrètement, parce que, on l'a dit, penser en féministe, c'est penser de façon très incarnée. Donc penser à partir d'expériences qu'on fait de son corps, mais aussi dans sa vie. Par exemple, penser avec les bébés. On en a un, je vois, qui s'exprime dans la salle. Bienvenue à toi, jeune personne. Et
de aussi recueillir, donner de la valeur aux personnes opprimées, considérer qu'on ne peut pas penser de façon abstraite, qu'il faut cesser de séparer la tête du corps. Raconte-nous comment ce qui était impensable, infâme, indigne, ridicule peut devenir un objet de pensée et permettre de réinventer la philosophie. Je crois vraiment que l'ensemble des théories féministes qu'on pourrait englober dans cette formule de la philosophie féministe, c'est une proposition qui non seulement porte un projet très, très profond et prometteur, j'allais dire, de renversement des choses, de l'ordre des choses, mais qui est aussi une proposition épistémologique, c'est-à-dire quelque chose qui vient complètement renverser aussi des siècles et des siècles d'une pensée très étroite, en fait, d'une pensée produite par des hommes, d'une pensée produite d'en haut, sur la base de la valorisation et du culte même d'une forme de raison totalement abstraite, avec ce mythe du grand philosophe qui, du ciel des idées où il flotte, observe le monde et prétend l'expliquer et en rendre compte. Les philosophes féministes et les féministes, elles font rigoureusement l'inverse, c'est-à-dire qu'elles ont les pieds sur terre, dans la terre, dans la matérialité de nos existences vécues, et elles s'intéressent à tout ce que la philosophie a négligé et méprisé pendant des siècles. Tout ce qui relevait justement de l'indigne, de l'infâme et donc de l'impensable. Il y a d'abord tout ce qui concerne le corps, les corps et le vivant et la nature plus largement. Donc, par exemple, de penser à partir de qu'est-ce que ça veut dire avoir ses règles, qu'est-ce que ça veut dire avoir des seins, qu'est-ce que ça veut dire accoucher, toutes ces expériences de corporalité, qu'est-ce que ça veut dire être pénétré, enfin, toutes ces choses-là. Voilà. Les penser et puis montrer que toutes ces dimensions très intimes de nos vies, en fait, elles sont éminemment politiques, puisque, comme j'ai pu l'observer par exemple dans mon livre sur la grossesse, du moment où une femme est enceinte, elle disparaît littéralement comme sujet derrière son si gros ventre, c'est le titre du livre, et elle n'est plus que ce ventre, justement, cette machine à fabriquer des bébés, sans plus aucune ni agentivité, ni réflexivité, voilà. Et donc on peut, en féministe, se saisir de sujets très intimes, très incarnés comme cela, et puis on peut aussi réhabiliter des vies vécues qui sont aussi complètement silenciées depuis des siècles dans la pensée, les vies des catégories, on va dire, non dominantes, les vies des femmes, bien sûr, mais aussi les vies des personnes racisées, les vies des personnes, toutes celles qui rompent en fait avec l'ordre hétéronormé, toutes les personnes queer, non-binaires, gays, lesbiennes, bi, enfin voilà, il y a en fait un souci dans la philosophie féministe de se ressaisir de ce qui était considéré comme ignoble, au sens propre, pour justement élever ces sujets à la dignité philosophique et aussi à l'efficacité politique. Oui, parce qu'on le rappelle, à quoi ça sert en fait de penser tout ça? Ça sert ensuite à pouvoir se mettre en action et à transformer le monde et à décider que on veut des nouveaux droits. On a besoin d'exiger des systèmes de garde des enfants qui soient collectifs. On a besoin de vraiment transformer le monde. On refuse de se faire exploiter sexuellement. On refuse d'être des corps disponibles. Enfin, et en fait, c'est quand vous pensez ça que vous pouvez agir, mais c'est aussi en agissant que ça permet de penser. Par exemple, d'où l'importance dans les pratiques féministes de faire des choses très concrètes, d'apprendre à se défendre, de marcher ensemble, de chanter, de libérer les corps, de faire des œuvres d'art avec le sang des règles, c'est tout ça qui permet en fait de penser aussi à partir de la matière et de nos expériences vécues. J'en arrive vous allez voir, ça a été théorisé évidemment, notamment avec le concept de pensée située, donc de standpoint. Donc ça, c'est une philosophe américaine qui s'appelle Sandra Harding. Et est-ce que tu peux essayer de nous expliquer pourquoi cette théorie qui date de 1987, c'est littéralement révolutionnaire? Eh bien, c'est la démonstration de ce que le savoir, celui qu'on enseigne dans les écoles, celui qui structure en fait la vie des sociétés, est un savoir qui a été produit historiquement par des hommes, pour des hommes, dans un monde pensé pour les hommes, et que cette production de la connaissance biaisée, en réalité, elle aboutit en fait à l'invisibilisation et aussi à nourrir en fait la domination et l'exploitation de toutes les autres personnes, de toutes les autres catégories non dominantes. Et affirmer que tout chercheur ou tout scientifique pense toujours et cherche toujours de là où il se situe dans le monde, sa position sociale, de réfléchir à ce qu'implique cette position,
de repérer justement les biais liés au genre, à la race, à l'âge, pourquoi pas, à la classe, et d'accepter en tant que scientifique ou chercheuse, d'accepter qu'on puisse questionner nos propositions théoriques au regard de ces biais qui existent bel et bien. Enfin, moi, c'est un problème auquel je suis très très souvent confrontée en tant que femme blanche issue des catégories supérieures, cis hétéro, comme je le disais tout à l'heure. L'attention, la vigilance à produire en permanence pour intégrer dans ma réflexion l'apport d'abord d'autres théoriciennes qui appartiennent à des catégories non dominantes, mais aussi pour accepter parfois de me dessaisir aussi d'une question parce que je suis trop peu concernée et que d'une certaine façon, il y aurait trop de biais pour rendre une pensée suffisamment solide. Et donc, ça donne lieu à quelque chose de très, très intéressant qu'elle appelle l'objectivité forte. C'est-à-dire, en fait, c'est parce que vous avez pris en compte vos biais, parce que vous vous êtes demandé comment ça influençait votre façon de mesurer, de comprendre, etc., que ça rend votre pensée beaucoup plus forte. Ça la complète, en fait. Ça permet d'approcher un peu plus de la vérité, si tant est qu'on puisse l'atteindre. Et donc, cette façon de penser, ça bouleverse même les sciences dites dures, les sciences, comme la biologie ou la physique ou plein d'autres, ou plein d'autres sciences. L'idée que, en fait, juste parce qu'on est observateur, on peut jamais être neutre, on est toujours situé, et donc il faut prendre en compte ça pour renforcer les théories qu'on est en train d'élaborer. Il y a quelque chose qui découle de ça. J'emploie des grands mots, mais vous voyez, pour qu'à la fin ça paraisse pas si compliqué. Par exemple, un autre concept qui s'y rapporte, c'est celui d'injustice épistémique. Alors attendez, l'injustice épistémique, ça veut dire j'en sais rien, je te pose la question. Effectivement, ces deux notions qui vont ensemble, l'injustice épistémique, c'est toutes ces situations où des personnes appartenant à des groupes non dominants ne sont soit pas écoutées, soit pas comprises, parce qu'on considère a priori que le fait que ce soit une personne racisée ou que ce soit une femme délégitime ou décrédibilise son témoignage, sa pensée, sa proposition. Par exemple, ça donne lieu, dans le champ de la pensée, lorsque les féministes définissent des concepts nouveaux pour essayer de faire sens, par exemple le concept de cis-hétéro-patriarcat, on observe une résistance dans le champ scientifique général, parce que ce concept étant provenant en fait du petit champ des études féministes, il est a priori déconsidéré, et donc le temps qu'il va falloir pour qu'il s'enracine et qu'il devienne un outil conceptuel utile et permettant de comprendre des choses va être beaucoup plus long que si c'était un concept produit par un homme blanc par exemple. Mais ça permet en fait aussi une fois que vous avez repéré cette injustice et que le concept est formé, alors c'est une façon de corriger cette injustice, en fait. Parce qu'enfin, on a les mots pour dire notre expérience. Et ça, je pense que vous en avez toutes et tous fait l'expérience d'avoir enfin un mot qui dise ce que vous êtes en train de subir, ce que vous avez vécu, ou ce qui vous oppresse, ou ce qui vous pèse dessus. Par exemple, le mot misogynoir est un mot qui a été une révélation pour beaucoup de femmes noires, de dire en fait ce que je subis là comme type de cliché, de discrimination, d'attaque et tout n'est pas dû seulement au fait que je sois une femme, n'est pas dû seulement au fait que je sois noire, mais au fait que je sois une femme noire. Et c'est ce qu'on appelle donc le mélange entre cette misogynie et le racisme de la misogynoire. C'est un concept qu'on doit à Moya Bailey, qui est une théoricienne afroféministe états-unienne et qui permet de libérer, en fait. Quand vous avez les mots pour définir, pour nommer ce qui vous oppresse, alors vous pouvez aussi commencer à vous en libérer et à faire exister cette chose comme un problème. Et c'est pour ça qu'on se bat sans arrêt sur les définitions. C'est pour ça que le viol tel qu'il est défini aujourd'hui n'a pas du tout le même sens qu'au XVIIe siècle, où c'était un problème de propriétaire. En gros, était violée la femme qui appartenait à quelqu'un et ça posait un problème à son propriétaire plutôt qu'à elle-même, par exemple. Et donc, c'est quand même à partir de tout ça qu'on peut aussi penser contre toutes les dominations, y compris celles dont on bénéficie. Car nous bénéficions tous et toutes, à peu près, de domination et certains beaucoup plus que d'autres. C'est ce qui fait qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes intérêts. C'est aussi pour ça qu'il y a tellement de conflits entre les féministes, parce que parfois, les groupes féministes, les femmes n'ont pas toutes les mêmes intérêts. Les féministes blanches appuient aussi leur domination sur l'exploitation des classes racisées, par exemple. Et donc,
il y a une tentation qui est d'être toutes d'accord, de dire non mais en fait on a tous les mêmes intérêts et tout. Et non, justement, il faut, pour construire un monde plus juste, reconnaître que nous n'avons pas tous et toutes les mêmes intérêts et voir ce qu'on en fait. J'aimerais qu'on écoute le deuxième extrait, qui est un extrait d'une prise de parole de Hawa Thiam, qui est l'autrice de La parole aux négresses, qui est un livre fondateur de l'afroféminisme en 1976, qui a longtemps été épuisé, puis là qui vient d'être réédité chez Divergence l'année dernière. Et j'aimerais qu'on l'écoute parce que vous allez voir, ça va nous permettre de parler d'intersectionnalité et de la nécessité d'arrêter de se centrer sur des pensées et un point de vue européen. Moi, négresse sénégalaise, en ce moment à Paris, je me sens très très préoccupée par le conflit mauritano-sénégalais. La plupart des incidents sont survenus au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, c'est-à-dire une zone très très pauvre, une zone d'où partent en général la plupart des immigrés sénégalais ici et les immigrés mauritaniens qui se trouvent ici en France. Qu'est-ce qui se passe alors une fois qu'on constate cette saignée vers l'Europe parce qu'il y a une certaine misère? C'est tout simplement ceci, à savoir que les femmes ont une condition encore plus cruciale. Les hommes étant partis, elles deviennent du coup chefs de famille. Elles ont la charge de l'éducation des enfants, elles ont la charge de s'occuper de la marmite, comme on dit chez nous. Elles ont en fait la charge de la vie familiale. Enfin bref, ce sont des femmes qui se trouvent avec une condition sociale assez dramatique. Est-ce que la progression de l'islam au Sénégal n'aggrave pas les problèmes ? J'ai vu au Sénégal que des hommes, des femmes, de jeunes gens se regroupaient maintenant dans des sectes. Et ce qui me fait peur dans ce genre de regroupement, c'est que l'on prêche en fait le retour aux valeurs premières de l'islam. Autrement dit, le renforcement de l'oppression des femmes. Comment finir avec ces pratiques oppressives contre les femmes ? Comment finir ? Disons, comme pour toute oppression, il faut que les opprimés se battent. Il faut que ces opprimés aient le courage à tout moment de remettre en question leur oppression. Il ne viendra jamais à l'idée d'un oppresseur de mettre fin à une oppression quelconque, tout simplement parce qu'il en tire un profit. Ça me paraît... Il y a une infime minorité de femmes qui acceptent de se repenser, qui acceptent de se remettre en question et qui travaillent autour de leur entourage à sensibiliser leurs sœurs, à sensibiliser leurs hommes, leurs frères, leurs fils. Donc je crois vraiment qu'on arrivera, je ne sais quand, dans 20 ans, dans moins de 20 ans, dans un peu plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mouvement en ce moment et que rien ne freinera. C'est émouvant d'entendre ce qu'elle dit. Donc, elle est interrogée là en 1989 dans un couloir, je pense, vu le son, dans un congrès de la Fédération internationale des droits de l'homme, parce que Hawa Thiam, c'est une anthropologue sénégalaise, donc. Et donc là, elle parle du contexte qui était la guerre et les conflits entre la Mauritanie et le Sénégal. Mais j'adore entendre dans sa voix cet espoir aussi qui est constitutif des théories féministes, de pourquoi on se bat, que on le fait maintenant. On ne sait pas, elle dit dans 20 ans, peut-être dans 30 ans, dans 40 ans, on n'en sait rien, mais on sait qu'un jour, ce dont on rêve finira par advenir. Et ça, on le voit aussi dans le livre, quand on lit des livres, des textes du 19e siècle, des féministes anarchistes, etc., qu'elles rêvent des choses qui nous paraissent peut-être normales aujourd'hui, mais qu'elles n'ont jamais vues de leur vivant. Donc on entend ça, d'une part. J'ai choisi cet extrait parce qu'on entend la question des religions. Donc le présentateur dit tout de suite, alors, est-ce que l'islam c'est un problème ? Et on entend la réponse très nuancée qu'elle en fait, et à partir des réalités du terrain. D'ailleurs, dans Théorie féministe, il y a tout un chapitre qui est consacré au lien entre la religion, entre les différentes religions et le féminisme, notamment un chapitre sur les théories féministes juives, par exemple, sur à la fois la critique de religion, mais aussi sur comment les religions ne sont pas forcément, peuvent être aussi une source en fait d'inspiration pour la pensée féministe. Et puis, ce qu'on entend, c'est le point de vue. Elle commence en disant « moi, négresse », c'est quand même très fort.
C'est très important d'entendre ça parce que ça permet de rappeler que dès les origines du féminisme, et donc bien avant même les années 70-80, dès le 19e siècle, on a des féministes, notamment africaines-américaines. Il y a un beau texte de Michael Provost sur ces femmes africaines-américaines qui, au 19e siècle, vont commencer de porter leur voix pour dire que la démarche et puis les notions mobilisées par les féministes blanches, elles sont quasiment inutiles pour toute une fraction de la population féminine. Et donc il y a cette idée très importante que portent aussi tous les courants féminismes décoloniaux, qui est de dire en fait qu'il y a une forme d'hégémonie aussi d'un certain féminisme blanc bourgeois historiquement, et que cette hégémonie, elle est aussi une hégémonie intellectuelle qui prive en fait des outils nécessaires pour penser des conditions que vivent des femmes, mais qui ont littéralement absolument rien à voir avec ce que vivent les femmes blanches dans les démocraties occidentales. Donc c'est important il y a une large place qui est faite dans le livre à toutes ces théories décoloniales et à tous ces débats aussi autour de la notion d'intersectionnalité pour montrer que c'est pas seulement mettre au jour, révéler le fait que les facteurs d'oppression se croisent et se cumulent, mais c'est aussi montrer qu'il y a des spécificités dans les expériences vécues de l'oppression qui nécessitent des outils conceptuels et des luttes spécifiques, et qu'il faut sortir en fait de l'espèce d'enfermement dans des habitudes de pensée et de lutte très occidentales en fait. Et justement, est-ce que tu aurais des exemples pour illustrer ça, soit de façon dont on s'enferme dans des façons de lutter très occidentales, et ou sur la façon dont il y a plein de concepts théorisés par des féministes blanches bourgeoises qui n'ont aucun intérêt pour d'autres. Oui, il y a ce grand concept alors qui a été théorisé par des féministes blanches autour de la question du travail reproductif, mais cette question de comment on pense la maternité, la grossesse, l'injonction à l'enfantement, c'est quelque chose qui prend des sens très très différents selon évidemment les contextes. Puis je pense aussi à la question de la place des hommes. Par exemple, c'est quelque chose aussi qu'on connaît peut-être insuffisamment, à savoir que pour les féministes noires, cette question, cette proposition que faisaient les matérialistes lesbiennes dont on parlait tout à l'heure de vivre si possible sans les hommes, ne fait littéralement aucun sens parce que, montre-t-elle, et c'est notamment ce qu'a montré Bell Hooks, la vie des femmes noires, aux États-Unis notamment, n'a rien à voir en termes de partage de la question du pouvoir dans les couples et dans les familles avec celle des femmes blanches, et que, comme le disait aussi Awatiam, dans bien des familles noires, ce sont les femmes qui sont chefs de famille. Et que donc le rapport au pouvoir des hommes, il est tout à fait différent. Et que par ailleurs, il se trouve que pour les femmes qui subissent le racisme, la nécessaire alliance avec les hommes noirs qui le subissent aussi, fait que pour elles, envisager un féminisme sans les hommes, c'est littéralement impossible. Donc ça renverse complètement la perspective. Et c'est ce genre de renversement intellectuel que nous permettent en fait les féminismes non blancs, on va dire. Ou sur la classe sociale, par exemple, toutes les théories du care. Donc, qu'est-ce que c'est prendre soin? Qu'est-ce que c'est le travail qui consiste à prendre soin des enfants, des personnes dépendantes, de toutes sortes, des personnes malades, âgées, etc. Qu'est-ce que c'est donc aussi ce travail reproductif, donc le travail qui consiste à rendre la vie possible, à reproduire la vie, non seulement en fabriquant des enfants, mais aussi en assurant leur élevage, quoi. En gros, c'est-à-dire, très matériellement, faire à manger, assurer les lessives, tenir la maison, etc. Et comment ce travail-là pouvait être perçu comme une aliénation, ce qu'il est parfois, et comment la solution qui a été proposée notamment par des féministes libérales c'était de déléguer tout simplement ce travail à d'autres femmes, créant d'énormes problèmes aussi au niveau mondial avec une chaîne du care où vous avez des femmes de pays du Sud et des femmes beaucoup plus pauvres qui doivent quitter, qui peuvent pas assurer ce travail-là dans leur propre famille pour aller faire ce travail de care pour que des femmes puissent accéder et vivre en fait l'équivalent des vies des hommes de leur classe sociale. Oui, il y a un texte de Jules Falquet dans le livre sur ce lien entre la mondialisation néolibérale et le féminisme et qui met très bien ça en évidence. Un autre aspect, par exemple, de domination, quand je dis penser contre toutes les dominations, ce que nous encourage aussi à faire le féminisme, c'est donc à penser comment nous on domine. Alors, par exemple, il y a un champ très très fertile en ce moment qui est le champ des études enfantistes. Donc, qui prennent le point de vue et le parti des enfants, ou des jeunes personnes plutôt. Et de dire que c'est pas parce que vous êtes opprimé de toutes sortes de façons, par votre classe, parce que vous êtes une femme, etc., que vous n'exercez pas une domination, notamment sur les enfants. Et c'est difficile
à regarder en face. C'est difficile à admettre ça aussi, et donc c'est pour ça que ça bouscule. On peut jamais être à l'aise en fait dans les théories féministes parce que il y a toujours quelque chose qui va nous, c'est pas stable, hein. Il y a toujours quelque chose justement qui va nous bouleverser, qui va nous renverser, qui va nous forcer à penser différemment, à enrichir ce qu'on croyait. Est-ce que tu crois que on a le temps de parler de colonialité du genre, ou c'est un peu, t'as envie d'en dire un mot? Je trouvais ça intéressant. Moi, aussi je trouve comme qu'on concept. n'a pas dit oui, mais on a parlé un peu du féminisme décolonial. Il y a cette dernière partie du livre qui s'appelle Réinventer le monde, qui est importante parce que finalement, là, depuis tout à l'heure, on parle de toutes ces théories qui nous ont permis de comprendre en fait les mécanismes de l'oppression, de la domination, et dans leur pluralité, dans leur profondeur d'enracinement historique. Mais le féminisme, c'est aussi un projet, hein, le projet d'un nouveau monde, d'une nouvelle société, et donc il faut réinventer. Et dans cette perspective, ce qui est absolument flagrant, c'est que toutes les théories qui proviennent des personnes LGBTQI+, c'est vraiment, selon moi, là où réside en fait la proposition la plus féconde et la plus enthousiasmante pour ce qui regarde la littérale réinvention de nos vies, notamment, et ça peut paraître évident, mais il faut le mettre au jour. Les nouvelles familles que vivent ces personnes, la nouvelle façon aussi de penser la parentalité, mais aussi la sexualité ou la fluidité des genres, ce sont des propositions à la fois théoriques et pratiques qui viennent, mais complètement fissurer le socle dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette définition de la famille hétéropatriarcale qui sert depuis des siècles de justification à la permanence, à la perpétuation de l'ordre patriarcal du monde. Et donc, dans ces propositions, il y a quelque chose de véritablement alternatif, inédit, révolutionnaire, et c'est pas du tout un hasard, hein, ça vous aura pas échappé que les toutes premières mesures prises par l'administration Trump ont visé précisément notamment les personnes trans, mais aussi plus largement les personnes LGBTQI et les personnes racisées. C'est pas du tout des hasards parce que ça veut bien dire que je pense qu'il y a une sorte de conscience plus ou moins enfouie, qui se transforme en panique, de ce que, en effet, nous sommes en train de forger et des théories et des modes de vie qui visent et qui vont, on l'espère, vraiment concourir à transformer en profondeur les sociétés patriarcales. Et donc, la tentative de surtout contenir, de silencier, d'empêcher en fait le développement de ces propositions, c'est quelque chose d'éminemment politique. Et c'est pourquoi, enfin, ce livre, quand j'ai lancé le projet, on était en 2021, on était encore dans cette belle dynamique, dans le siège de MeToo, dans ce que j'ai appelé la bataille de l'intime, et donc j'avais simplement envie de contribuer sur le versant des idées, de la théorie, à cette effervescence féministe qu'on observait un peu dans tous les domaines. Et donc j'étais dans un état d'esprit à la fois assez serein et joyeux. Et au moment d'écrire l'introduction, il y a quelques mois, mon état d'esprit avait totalement changé parce que, eh bien voilà, nous vivons un moment absolument glaçant en fait de régression sur le plan des droits, de menaces très effectives et très directes sur les existences des personnes minorisées, des personnes LGBTQI, des personnes migrantes, etc. Il y a une réaction patriarcalo, bref, talo. Enfin bref, il y a vraiment une lame de fond réactionnaire et fascisante dont l'ampleur est à la hauteur, selon moi, de l'ébranlement qu'ont produit les mouvements et les pensées féministes. Et donc nous entrons dans une phase, alors j'espère me tromper, mais quand on observe l'histoire des théories, il y a toujours cette succession de phases d'intenses mobilisations, d'intenses revendications et conquêtes de droits qui sont suivies par des moments de silenciation qui, tiens, c'est curieux, coïncident avec des moments de l'histoire en fait où l'on voit des projets politiques réactionnaires et fascistes s'enraciner. On a ce mouvement dans les années 20-30 après la conquête des droits civils et politiques. On a ce mouvement dans les années 80 après la conquête des droits reproductifs des années 70. Les années 80, c'est le grand tournant néolibéral, c'est le tournant de la mondialisation. Donc c'est une forme, on va dire apparemment soft de réaction, mais littéralement dévastatrice puisqu'on connaît les ravages que vont produire la mondialisation sur les personnes, tout simplement. Et puis,
nous y voilà, cette phase qu'on a vécue depuis le début des années 2010 jusqu'à aujourd'hui, concentrée sur la question notamment des violences, etc., mais bien au-delà, et tout d'un coup, voilà, cette réaction très forte. Donc nous sommes littéralement entrés en résistance. Ce livre est devenu un livre de résistance, et je crois qu'il faut essayer de porter, en fait, et de pas subir, de pas, enfin, je dis ça, je parle pour moi-même, parce que j'ai eu des moments vraiment de découragement où je me dis, mais bon, voilà, ça y est, tout va retomber comme un soufflé, et puis il va falloir attendre encore 20 ans, 30 ans, 40 ans avant de revoir une vague féministe se lever. Peut-être qu'on peut essayer de déjouer le sort et de résister suffisamment fort. Aussi parce qu'il ne s'agit pas que d'aller contre, il ne s'agit pas que de critiquer, mais véritablement de penser comment autre chose est possible et de le faire d'ores et déjà exister, des relations amoureuses tout à fait nouvelles, de repenser notre rapport au travail, par exemple, de repenser les villes, de repenser comment on élève les enfants, enfin absolument tout en fait. C'est ça que ça permet de repenser. À ce propos, dans tout ce qui vient d'être dit sur l'écoféminisme décolonial, j'aimerais qu'on écoute le 3e et dernier extrait. Il s'agit de Myriam Bahafou, qui est une philosophe qui a écrit un livre que j'ai trouvé vraiment génial, qui s'appelle Héropolitique, qui pense la question du désir sexuel et de l'écoféminisme, et qui cherche à comment désirer le monde, en fait. Donc vous voyez, pas juste être dans la résistance et dans la réaction, mais comment changer notre rapport de désir et de plaisir avec le monde, en dehors de ce qui nous est proposé là par un système fasciste, qui est de soit avoir du plaisir en consommant toujours plus, ou en écrasant les autres. En gros, voilà, c'est les deux sources de plaisir qui nous sont proposées. Il s'agit d'un extrait tout frais, puisqu'il a été enregistré le 12 novembre 2025 dans la librairie Les Mots à la Bouche, qui est une mythique librairie LGBT à Paris, et ça a été une conversation diffusée dans le podcast Folie douce de Lorraine Bastide. Moi, je parle de l'érotisme comme d'un mouvement de vie, comme d'une capacité, en tout cas, de favoriser la prolifération des formes de vie dans une société où, en fait, c'est plutôt la mort et l'administration de la mort et notre capacité à donner la mort qui est vue comme la meilleure manière d'être un sujet aujourd'hui. Donc, dans Héropolitique, toute ma question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fout de l'érotisme aujourd'hui dans nos espaces de lutte, pourquoi ça devient si difficile de kiffer, d'avoir du plaisir et d'avoir un corps qui jouit, en fait. Est-ce que c'est possible de jouir en dehors des systèmes de domination qui nous ont été, à partir dans lesquels on évolue? Et moi, en tant que ovni un petit peu dans les espaces que je fréquente, à la fois écologie politique, espace autonome, espace queer féministe aussi à un endroit, il y a vraiment une manière pour moi de vouloir redonner toute sa place, toute sa force, toute sa beauté à une manière d'être au monde qui se fait dans une forme de sensualité constante et que moi j'appelle écologie. Et du coup, mon écologie, elle a tout à voir avec comment désirer le monde. Et ça, c'est ma 4e de couverture. Désirer le monde, ça veut dire que peu importe, même là, vous qui êtes là ce soir, si vous êtes là, c'est parce qu'il y a un endroit de désir, en fait, qui est extrêmement présent dans la manière dont on fait le féminisme, dont on fait l'écologie, dont on fait l'antiracisme, etc. Et moi, je trouve qu'une partie de la gauche a beaucoup oublié cette dimension désirante, affective, organique, émotionnelle dans les luttes, ce que les écoféministes ont toujours dit, en fait. Ça, c'est le mouvement dans lequel je m'inscris le plus. Et que donc presque l'intellectualisme, si ça revient à une forme de mise à distance et de froideur avec l'objet qui est la politique aujourd'hui, ça revient à dire pour moi qu'on est complètement perdante sur toute la ligne. Et donc un de mes objets d'étude dans ce bouquin, dont c'est la première partie, on peut en parler un peu plus, c'est évidemment le fascisme et la façon dont l'extrême droite, elle, s'appuie démesurément en fait sur cette dimension désirante, émotionnelle et affective des individus et des groupes. Je pense qu'aujourd'hui, pour amener des luttes qui sont c'est même pas un truc de joie, hein. Enfin, vous allez voir très vite que je suis pas dans un truc de il faut être joyeux. Enfin, c'est pas du tout ça que je raconte. C'est juste il faut être vivant. Et pour être vivant et vivante, il va falloir se sentir. Et pour se sentir, il faut se rappeler qu'on a un corps et qu'on est connectés les unes et les uns aux autres. C'est vraiment
Une proposition magnifique. Myriam Baafou a écrit un texte dans le volume sur le lien entre féminisme et antispécisme. Et là, elle dit quelque chose de crucial, effectivement, sur cette question du désir. Je crois que c'est important de le rappeler parce que l'un des axes majeurs de la critique qui est faite aux féministes, c'est de nous dépeindre comme des personnes aigries, sèches, dégoûtées, qui détestent les hommes, qui détestent la sexualité et qui sont dans une sorte de récrimination permanente. Des mégères, quoi. Oui, voilà, des mégères, des commères, des harpies, tout ce que vous voulez, des sorcières. C'est vrai. Et en même temps, cette chose si importante dans nos luttes et dans nos pensées, cette question du plaisir, cette question du désir. Moi, je suis en train d'explorer un nouveau champ de recherche sur le thème du vieillissement des corps des femmes. Et ce qui me saute aux yeux, c'est que c'est pas tant qu'on dénie aux femmes qui ont passé le cap soi-disant fatal de la cinquantaine, c'est pas tant qu'on les trouve plus désirables, c'est pas tant que le regard des hommes glisse sur elles, c'est pas ça le problème. Il est bien plus grave, le problème, c'est qu'on leur dénie leur être de désir. C'est-à-dire qu'on refuse aux femmes de plus de 50 ans, et puis aux sexagénaires, et puis aux septuagénaires, et puis aux octogénaires, le fait qu'elles continuent d'être des sujets désirants sexuellement, mais aussi dans tous les domaines de leur existence. Donc cette question de porter le désir comme un projet politique, d'affirmation en fait de nos vies, agissante dans le monde, c'est vraiment un des nœuds du féminisme aujourd'hui. Et d'être des désirs agissants, mais pas au sens fasciste, parce que c'est ça qu'elle dit aussi Myriam Baafou, c'est-à-dire que vous voyez dans ce qui emporte les foules avec le Rassemblement national et tout, c'est qu'ils ont l'air d'être ancrés eux aussi dans le corps, ils font appel à des émotions, en fait, ils font appel à des affects eux aussi très puissants où ils promettent le soulagement, par exemple. Ils promettent le rétablissement du pouvoir, ils promettent le plaisir aussi ou la sécurité, et qu'il faut prendre tout ça en compte si on veut les combattre, mais aussi s'appuyer nous sur des affects très concrets, comme elle le dit en fait, de quelle vie on veut mener, comment est-ce qu'on va se sentir vraiment vivant et vivante. Et voilà. Et donc j'adore ce qu'elle raconte, ce qui est développé dans le livre, et de même. Comment est-ce qu'on propose autre chose que cet horizon guerrier qui m'obsède là en ce moment, qui a l'air d'exciter quand même beaucoup de politiques, de type, des femmes aussi, mais à travers le monde, qui ont l'air de trouver ça super de dépenser là des centaines de millions d'euros d'investissement en Union européenne dans l'armement, de parler de stratégie militaire, de réhabiliter une sorte de service, de nous expliquer comme le général de l'armée française, un général de l'armée française, qu'il allait falloir s'habituer à perdre ses enfants. Et je termine avec ça parce que dans le livre, on découvre aussi que y a une pensée forcément féministe antimilitariste, notamment développée par André Michel en France, qui est pas juste on est des femmes donc on est pour la paix. Vous voyez, c'est pas ça, donc on est non violente, mais qui a une analyse féministe de la guerre, une analyse aussi matérialiste, c'est-à-dire de l'intérêt qu'ont un certain nombre d'industries, d'intérêts économiques, voilà, à développer l'armement, à créer la guerre, parce que c'est une formidable source de richesse. Vous vendez des armes qui servent à détruire des trucs, et ensuite vous faites de l'argent en reconstruisant des trucs. Donc c'est parfait. Et elle lie en fait tout ça pour nous proposer une véritable pensée antimilitariste et pacifiste. Donc voilà, je voulais juste, avant qu'on passe à vos questions, donc levez la main pour vos questions, qu'on rende hommage à André Michel, qui est disparu en 2022. En 2022, l'année de la déclaration de guerre en Ukraine. Et ce qu'elle dit, c'est qu'il y a l'intérêt du complexe qu'elle appelle militaro-industriel, c'est de propager une culture de la violence qui non seulement sert à l'enrichissement du système, mais qui permet aussi de perpétuer la domination masculine à l'échelle mondiale. Parce qu'un monde guerrier, c'est un monde dominé par les hommes nécessairement, et c'est un monde qui continue de maintenir les femmes dans une position de sous-citoyenne, dans une position même de victime permanente. Et elle propose, donc elle dénonce ça, mais elle propose aussi de lutter, notamment au niveau de la question des droits dans les grands organismes internationaux. Enfin, elle avait vraiment une pensée très puissante et que c'est bien de redécouvrir aujourd'hui. Moi, j'ai bien envie de me mettre à lire ce livre de théorie féministe, méthodiquement, chapitre après chapitre, avec vous. Dites-moi si ça vous dit de lancer ce club de lecture et d'études en postant vos commentaires sur Substack, la plateforme où je poste ces épisodes sans pub, où j'envoie des newsletters et où on peut discuter de bons bouquins tous ensemble dans le chat des abonnés. Merci beaucoup d'avoir écouté cette conversation et merci au Festival Longueur d'onde, à Anne-Claire, Aline et Benjamin de m'avoir aidé.
et de l'avoir organisée et de m'avoir autorisé à la diffuser ici. Si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous chaque fois que vous le faites sur vos réseaux sociaux ou à vos proches, que vous laissez des commentaires et des étoiles, ça m'encourage à continuer. Parce que Renverser la table, c'est un podcast que j'ai créé et que je produis en toute indépendance, mais bien entouré. Jeanne Longhini s'occupe de la production et de la communication, Solène Moulin l'a mixé et a composé la musique, Amandine Gilou a concocté l'identité graphique et Mélanie Vazeux s'occupe de la pub et des partenariats. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt et renversons le monde avec des super théories.